Bonjour à tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. J'ai le Joker devant moi, c'est trop drôle. Aujourd'hui, un autre sujet où en fait vous êtes encore pogné avec moi puis Reggie. C'est ce que je voulais dire. Bon, donc aujourd'hui, je suis accompagné de Professeur Reggie. et simplement Jerry. Inquiétez-vous pas, là. Marjo est là, elle est juste en arrière, mais quand on a besoin, quand on a besoin, on la sort. Mais non, Fait que t'es-tu en train de dire que je peux pas parler contre les avocats? non, elle nous a chicané la dernière fois, elle a pas aimé ça. Ok, c'est bon, je vais rester discipliné. Donc aujourd'hui, Reggie, de quoi on parle? Les dividendes, c'est un sujet qu'on nous a souvent demandé, le traitement des dividendes. Et qu'en fait, qu'on a enregistré un épisode complet sur les dividendes et qu'on a oublié de partager et de publier et qui était avant que l'annulation de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital. Et puisqu'on y faisait référence à plusieurs reprises, on a décidé de simplement refaire l'épisode aujourd'hui. Fait que techniquement, c'est une prise 2 de l'épisode sur les dividendes. Est-ce que tu me donnes le droit d'utiliser des mots un peu étranges ou plutôt... tu parles du focoyage de Trudeau là, sur le gain en capital? Ben, en fait lui, il l'a augmenté. Parce que Carney l'a réduit. Il n'y a pas eu de focoyage. Les deux, c'était juste pas du même avis. Écoute, Mais je pense pas que c'est un souvenir qu'on a envie de revenir le 29 juin 2024. Fait que c'est ça. 24 juin. 24 juin. 24 c'est juin. ça. Non. Puis le après, parce qu'il y avait une période aussi parce qu'on comprenait pas ce qui se passait. Ouais. Mais revenons sur le sujet d'aujourd'hui. Les dividendes. Les dividendes. Peux-tu, premièrement, pour bien nous situer, là, c'est quoi un dividende? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ben, un dividende, contrairement à un intérêt, qui est un intérêt qui s'accumule sur un montant emprunté, un dividende, c'est un rendement, notamment sur un montant investi, par exemple, en actions. Donc, un rendement sur les actions que je vais obtenir. Et, dans le fond, c'est le partage des bénéfices d'une société. Je vais le préciser, là, parce que les dividendes, c'est juste des sociétés qui peuvent verser ça. Donc, les dividendes, c'est quoi? C'est lorsqu'une société réalise des bénéfices, partage ses profits à ses actionnaires, eh bien, c'est ce qu'on va appeler un dividende. Et ce dividende va correspondre normalement au rendement espéré sur cette action-là. Un des rendements espérés, parce que la plus-value peut aussi être inclus dans le rendement espéré d'un investissement. Tout le reste du podcast, on va parler pas mal de la personne qui reçoit le dividende, c'est quoi le traitement, mais juste la personne qui verse le dividende, est-ce que le dividende est déductible dans ses dépenses? Un dividende n'est pas déductible. Ce n'est pas une dépense d'entreprise. Contrairement, par exemple, à un intérêt. Un intérêt sur une dette, ça va être déductible, ça va réduire l'impôt de la société. Un dividende, ça se calcule après impôt, donc sur le bénéfice net après impôt, et ce n'est pas déductible. OK. Et ça peut même générer des impôts pour le payeur, mais ça, on va le voir à la fin complètement. Ne m'en parle pas. Je veux rien savoir de ça. Je vais passer ces questions-là. Donc, pour la personne qui reçoit le dividende maintenant, mettons-nous dans la peau d'un individu, un particulier comme toi puis moi, c'est quoi le type de traitement de dividende qu'on peut avoir? J'aime comment tu amènes ça et je vais te proposer la première section du balado. On va s'attaquer, on va s'attarder aux particuliers. Donc, Ouais. particuliers, toi, moi, des individus. Et après ça, on rentrera dans le traitement par une société. Une fiducie. Non, on n'ira pas dans les fiducies. Tu vas avoir un beau podcast complet avec Maître Bergeron pour parler de fiducie. Un particulier, c'est une fiducie. C'est tout ce que j'ai à dire. Continuons. Si tu le dis. Donc, fait, quand on parle des individus, c'est ça. Fait, on va s'attarder aux individus. Au Canada, c'est quoi la question? J'adore ça. Donc, pour un particulier qui reçoit un dividende, c'est quoi le type de traitement auquel on peut s'attendre? OK, c'est imposable. Mais Prochaine encore. question. C'est imposable. Donc, tu as différents types de dividendes disponibles au Canada. Tu as un dividende ordinaire, un dividende déterminé et un dividende en capital. Un dividende ordinaire, le taux d'imposition là-dessus pour un particulier va être autour de 48-49 %, je ne m'en souviens plus exactement. Mais autour de 48-49 %, c'est quand même Comparé assez à précis. un revenu normal, il est imposable. Comparé, par exemple, à un salaire qui va être autour de 53 %. Et OK. on le rappelle, on parle toujours des taux marginaux les plus élevés. Oui. Donc, pour quelqu'un qui fait plus que 250 000, je pense, de mémoire. Donc, c'est ça. Fait qu'un dividende ordinaire va être imposable à 48-49 %. Un dividende déterminé va être imposable à 41 %. Et un dividende en capital n'est pas imposable. Gratis. Pardon?
Gratis. Pourquoi Gratis. Je vais premièrement te poser la première question qui va t'embêter. C'est la même chose pour les dividendes qui viennent des sociétés étrangères? Les sociétés, c'est pas dans le script, ça. Reste focus, là. Jerry, je te sens que tu sors, là. Reste avec moi. On reste au Canada. Laisse faire les étrangers. J'allais tellement dire des choses politiques. Je vais m'en retenir. Ça doit être des dividendes qui sont versés par des sociétés canadiennes. D'accord. Oui, ici, on parle toujours des dividendes versés par des sociétés canadiennes imposables. Super. Je vais encore déroger du script. Pourquoi c'est moins cher recevoir un dividende ordinaire ou déterminé qu'un recevoir un salaire? Non, là, t'es pas mal revenu dans le script, c'est bon, ça. Fait que pourquoi le taux d'imposition est plus petit? Eh bien, bon, on va revenir à la base. Donc, le taux d'imposition d'un dividende ordinaire, 48-49 %, dividende déterminé, 41 %. Pourquoi une différence de 8-9 %? Eh bien, on se rappelle, le dividende est payable après que la société ait payé des impôts. Et dans une société, je fais ça simple, il y a 2 taux d'imposition. Oui, il peut en avoir un troisième, mais on fait ça simple. Sur le revenu d'entreprise, il y a 2 taux d'imposition. Soit que la société a droit à ce qu'on appelle à la déduction pour petite entreprise, qui va faire en sorte que son taux d'imposition va être à 12,5 % au Québec, ou elle n'y a pas droit au fédéral et au Québec, et son taux d'imposition va être à 26,5 ou 26,9 26,5 %. 12,3 excusez, c'est 12,2. Je me suis trompé, j'ai dit 12,5, mais c'est 12,2 % ou 26,5 %. Dans l'autre podcast, j'ai dit 12,5, 26,9. Ça, c'est les taux d'il y a je ne sais pas combien d'années. Je me suis trompé. Fait que 12,2 à 26,5. Fait que si la société paye le petit taux d'impôt, puis la DPE s'applique seulement sur les premiers 500 000 $ de profit. Fait qu'une société privée sous contrôle canadien, ses premiers 500 000 $, généralement, elle va payer 12,2 % à condition d'avoir au moins 3 ou 4 employés temps plein. Fait que ça fait en sorte que si elle paye 12,2 %, ce qu'on appelle le petit taux, ce qu'elle va pouvoir verser, c'est un dividende ordinaire, et donc à 49 %. Donc, la société paye un petit taux, 12,2 %. L'actionnaire va payer plus cher sur son dividende, 48-49 %. Si la société paye 26,5 %, donc un gros taux, là, l'actionnaire va avoir droit à un dividende déterminé et va payer 41 % d'impôt. Fait que ça vient contrebalancer. Société paye un petit taux, actionnaire paye un gros taux. Société paye un gros taux, actionnaire paye un petit taux. C'est quoi l'objectif d'avoir un régime comme ça? Julien? Ouais, bon. Si même Julien comprend, ça veut dire que tout le monde comprend. Good. C'est quoi l'objectif d'avoir un régime comme ça aussi complexe? Pour le fun, comme d'habitude? Non, il y a des raisons. Il y a toujours des raisons. La DPE a été instaurée afin de favoriser l'investissement dans des sociétés privées. Okay. Parce que sinon, pourquoi, pas juste pour ça, la DGC, c'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce que j'investirais dans des sociétés privées où c'est plus difficile à vendre, c'est plus difficile à développer, plus difficile à avoir mon argent, j'ai pas un marché libre que je peux revendre comme que je veux, comme le marché boursier. Donc, ça prend des incitatifs parce qu'au Québec, au Canada, on est un pays / province, peu importe, on est un endroit, on ne fera pas de guerre politique, on est un endroit où les PME priment. C'est ça qui drive l'économie, c'est ça qui... c'est pas drive, qui... quoi le français? Le moteur économique. C'est ça. Le moteur économique d'ici, c'est les PME. Ce ne sont pas les sociétés publiques. Donc, on veut inciter l'investissement dans des sociétés privées et pour ça, on met des incitatifs fiscaux pour essayer d'influencer le comportement des investisseurs. Donc, fait que la DPE est mis pour les sociétés privées sous contrôle canadien seulement. Fait que les sociétés publiques n'ont pas le droit à cette déduction-là, n'ont pas le droit au petit taux. Ouais. Les sociétés publiques payent le 26,5. Ouais, là, on parle de l'impôt des sociétés. Oui. La DPE, c'est pour le petit taux, le 12,2 % dont tu parlais. Pour les sociétés privées sous contrôle canadien, oui. Pourquoi les taux d'imposition des dividendes ordinaires ou déterminés, eux, varient? Bien, parce que justement, la société, ça appelle le gros ou le petit taux. On veut tout le temps s'assurer de respecter le principe d'intégration, qui est que je reçois un salaire ou un dividende ultimement, je suis sensiblement au même taux d'imposition. Et en ce moment, il est quand même pas pire si tu reçois un dividende, si tu prends en compte la société et l'individu, tu es à peu près à 54 %. Alors qu'un salaire, c'est 53 %. Fait que, on est à 1 % d'écart. Fait que c'est un écart qu'on considère acceptable. Si une société réalise du revenu de placement, donc du revenu de bien, là, la mécanique, on va y revenir, est un peu différente. Mais tout ça pour dire qu'elle pourra seulement verser un dividende ordinaire.
Et là, je parle revenu de placement, je parle du gain en capital, revenu d'intérêt. Mais si elle reçoit des dividendes déterminés, là, on va pouvoir verser des dividendes déterminés. L'objectif, ultimement, c'est que si un entrepreneur génère son revenu d'entreprise personnel ou dans une société qui, elle, après, verse un dividende, d'avoir un taux d'imposition à peu près comparable. Ça, c'est le principe d'intégration. Exact. Oui. OK. Si je ne me trompe pas, c'était le premier podcast qu'on a fait de la saison 1. C'était uniquement là-dessus, où ce qu'on l'expliquait en long et en large. T'as une meilleure mémoire que moi. C'est incroyable. Mais C'est là, dans un de nos podcasts les plus populaires encore aujourd'hui. tu parlais tantôt de gratis. Le dividende en capital, oui. D'un bord, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est gratis. Mais de l'autre bord, je suis un petit peu... écoute, un dividende, tu me dis que les actionnaires sont encore favorisés, qu'ils peuvent sortir de l'argent parce qu'ils sont entrepreneurs et qu'ils ont une société gratuit d'impôts, alors qu'un salarié ne peut pas. Exactement ce que je te dis. Ouais. Les salles. Non. Oui, le dividende en capital est libre d'impôt, mais tu ne peux pas décider de verser un dividende en capital. Et là, encore là, faites attention aux finfluenceurs que j'ai vus récemment qui, justement, parlaient des dividendes en capital. Puis, saviez-vous que les dividendes en capital sont libres d'impôt? Eh bien, oui, avec notre stratégie, on va vous verser des dividendes en capital. C'est pas de même que ça marche. Tu peux pas juste te lever un matin puis ta société décide de verser des dividendes en capital. Pourquoi est-ce que les dividendes en capital sont libres d'impôt? Eh bien, c'est parce que le dividende en capital, de manière très sommaire, ça représente la portion non imposable du gain en capital. Donc, un gain en capital, si on revient à la base, c'est quoi? Par exemple, je vends des actions de société publique. Généralement, je vais réaliser un gain en capital. Un gain en capital, c'est inclus à 50 %. Donc, on se rappelle la saga Trudeau-Carney qu'on vient de parler avec le taux d'augmentation, tout ce qu'elle avait fait à ce moment-là. On avait dit qu'on n'en parlerait plus, Reggie. C'est ça. Fait que le gain en capital est inclus dans le revenu à 50 %. Et c'est sur cette inclusion-là qu'on paye l'impôt. Fait que c'est pas un taux d'imposition de 50 % dans le gain en capital. C'est qui est inclus. Fait que si je réalise un gain en capital de 100 $ dans mes déclarations de revenus, si je suis un individu, j'inclus seulement 50 et je vais avoir de l'impôt payé sur 50. L'autre 50 $ n'est pas imposable lorsqu'un individu réalise un gain en capital. Mais lorsqu'on est une société, le compte de dividende en capital sert simplement à répliquer cet effet-là. Donc, une société qui réalise un gain en capital, bien, la portion non imposable va aller dans son compte de dividende en capital et pourra être versée libre d'impôt à son actionnaire. Pourquoi? Pour refléter le traitement si l'actionnaire avait lui-même vendu le bien et réalisé un gain en capital. Donc, c'est encore là, c'est pour respecter le principe d'intégration et simplement pour remettre l'actionnaire dans la même situation que s'il l'avait vendu personnellement. Mais à la base, pour pouvoir verser un dividende en capital, ça prend des gains en capital supérieurs à des pertes en capital. Et oui, je dis des gains en capital, ce ne sont pas des gains en capitaux. Fait qu'arrêtez de dire des gains en capitaux partout, ça m'énerve. C'est des gains en capital, c'est une expression invariable. Ça, c'était mon petit éditorial. Fait que ça te prend du gain en capital et c'est la portion non imposable que tu peux verser par la suite. Le traitement des gains en capitaux par les administrations fiscales est différent. Ta question n'a même pas de sens en ce moment. Je voulais juste rentrer les deux phrases qui t'ont Reviens dans le script. T'es pas dans le script, okay. Là. Parfait. Donc, je suis un particulier. Disons que je détiens les actions d'une société, puis je dois savoir, en fait, est-ce que je me verse un salaire de ma société ou est-ce que moi, en tant qu'administrateur de la société, je décide de me verser un salaire ou je décide de déclarer un dividende à l'actionnaire? C'est quoi le type? Qu'est-ce que je dois prendre en considération, outre les taux d'imposition dont tu viens de parler? Bien, déjà, en partant, si, exemple, Jerry qui détient Jerry Inc., ben, est-ce que, bon, à la base, Jerry Inc., on considère qu'elle a une dizaine d'employés, temps plein, etc. Elle a le droit à la déduction de petites entreprises, la DPE. Donc, sur le premier 500 000, elle paye un petit taux d'impôt, 12,2 % Si tu ne fais pas un profit supérieur à 500 000, bien, tout ce que ta société pourra verser, c'est un dividende ordinaire. Parce que tu n'auras aucune portion de ton profit qui va être imposable à un gros taux. Fait qu'à ce moment-là, tu as la question salaire versus dividende ordinaire. Je revenais à cette question-là. Je vais juste continuer maintenant. Pour avoir un dividende déterminé, c'est soit que tu n'as pas le droit à ta DPE pour une raison X, Y, Z, ou que tu as un profit, un revenu imposable, supérieur à 500 000. Par exemple, prenons 800 000. Fait que si tu as 800 000, tu as 500 000 qui vont avoir le droit à ta DPE, puis l'autre 300 000 va être imposable à gros taux, 26,5 %. Et là, je vous épargne le calcul, mais 72 % de 300 000, je ne sais pas combien ça donne, va augmenter ce qu'on appelle le compte de revenu à taux général.
Et ça va te permettre de verser un dividende déterminé qui va être à petit taux. Pourquoi? Parce qu'une partie de ton profit va avoir été imposée à gros taux. Maintenant, salaire, dividende, qu'est-ce qui est important de se rappeler avec le dividende, contrairement au salaire? Il n'y a pas de retenue d'impôt. Donc, si Jerry, ta société, te verse un dividende de 50 000, tu vas recevoir 50 000. Fait que quand est-ce que tu vas payer de l'impôt? Au 30 avril de l'année suivante. Fait que si tu as flobé ton 50 000, ça va faire mal parce que là, tu vas recevoir tout ça, puis à la fin, tu dis « Hey, le gouvernement est venu me chercher, puis là, ça me coûte cher, puis nanana. » Ben oui, c'est parce qu'on ne t'a pas retiré aucun impôt dessus. De plus, un dividende, ça ne donne pas accès à la RRQ, ça ne donne pas accès au RQAP, ça ne donne pas accès à l'assurance-emploi et ça ne donne pas accès aux cotisations REER. Est-ce que tu peux prendre un revenu de dividende cotisé à ton REER? Oui, mais un dividende ne crée pas d'espace REER. Fait qu'il faut que tu aies de l'espace REER qui est créé par ailleurs. Fait que ça, c'est important. Puis ça peut aussi, les dividendes ne sont pas considérés dans le calcul des frais de garde fédéraux. Fait que tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on va prendre en considération lorsque on va considérer est-ce qu'on prend un salaire ou un dividende pour l'individu. Est-ce que l'individu veut cotiser à son REER ou il veut pas? Il y a du monde qui croit en ça, d'autres que non. Ou des fois, il y a une société de gestion puis ils préfèrent avoir leur société de gestion pour plus de flexibilité, peu importe. Est-ce qu'ils veulent cotiser à la RRQ, question d'avoir le maximum au moment de la retraite? Est-ce qu'ils veulent cotiser? Assurance-emploi, c'est plus rare que des actionnaires vont cotiser à l'assurance-emploi. Puis en plus, il y a une exemption quand tu as plus que 40 des votes de mémoire. Là, ça sera validé, mais assurance-emploi, c'est assez rare. RQAP, mais si tu sais que tu t'en vas en paternité-maternité, tu vas vouloir cotiser à ta RQAP. Donc, bref, tout ça pour dire que ça a des éléments qui vont être pris en considération quand tu vas prendre la décision salaire-dividende. Et aussi le taux d'imposition de la société. Si tu sais que ta société est à 550 000 $ de profit, ben, tu vas peut-être essayer de te verser un boni de 50 000 pour éviter d'avoir un taux d'imposition, un plus gros taux d'imposition dans la société à 26,5. C'est tous des éléments qui sont à prendre en considération quand on verse un dividende de sa propre société ou qu'on vit avec des dividendes de sociétés publiques. Fait qu'ici, une petite pointe à nos collègues de Investi. Fait que pensez, je sais que vous autres faites bien de l'argent avec vos placements boursiers. N'oubliez pas, hein, quand arrive la saison d'impôt, vous n'avez pas eu de retenue là-dessus. Fait que faites attention à ne pas vous faire trop ramasser. Fait que c'est tout. Fait que bref, faites attention à ça parce qu'il n'y a pas de retenue d'impôt là-dessus. Faites attention aussi aux acomptes provisionnels qui vont être demandés. Bien, si effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de retenue d'impôt, quand la première année, le gouvernement va dire « Hey, t'as fait 50-100 000 $ de dividendes, tu nous dois 30-40 000 $ d'impôt. Il n'y avait pas eu de retenue. » Fait que l'année suivante, plutôt que d'avoir une retenue à la source qui est faite comme avec un salaire, il est possible que les administrations fiscales demandent à l'individu des acomptes provisionnels. Donc là, ça fait mal. Parce que là, exemple, en 2025, tu as reçu un dividende de 100 000. Tu arrives au 30 avril, tu as je lance un chiffre, là, 35 000 $ d'impôts à payer, que tu dois payer là. Et en même temps, une semaine plus tard, tu reçois une lettre du gouvernement de dire « Hey, ton 35 000, puis là, je prends Fédéral Québec ensemble, ton 35 000 divisé par 4, je m'attends à recevoir 4 chèques. Et tu es déjà en retard parce que ton premier chèque était probablement dû pour mars-avril. Et ton autre est en juin. Fait que là, tu arrives au mois de mai-juin, tu viens d'avoir ta cotisation, tu viens de payer 35 000, puis tu sais que tu dois payer un autre 17 000. Ça fait peur. Fait que c'est quelque chose à faire en considération. Non, ce n'est pas que vous êtes en train de vous faire enfirouapper. C'est juste que ça arrive tout en même temps pour des gens qui génèrent beaucoup de placements ou des day traders ou peu importe. Donc, revenons au niveau plus de la société maintenant. Parfait. Tu nous as déjà dit que les dividendes, quand une société verse un dividende, contrairement à un salaire, le dividende versé n'est pas déductible, donc ça ne réduit pas l'impôt de la société. Tout à fait. Est-ce que j'ai d'autres considérations à prendre dans la société par rapport à la décision salaire-dividende pour un actionnaire? Un élément qui est souvent sous-examiné, si la société est admissible au crédit pour la recherche scientifique et développement expérimental, le salaire est considéré dans le calcul des crédits RSCDE, recherche scientifique et développement expérimental. Un dividende, non. Même si c'est payé au même actionnaire, à la même personne, un dividende ne sera pas considéré. Il y a un autre élément aussi pour l'individu que j'ai oublié tantôt. Si vous pensez acheter une maison ou vous pensez demander un emprunt à la banque, souvent les banques... Là, j'ai vu des institutions financières qui commencent
à accepter les dividendes quand la société est 100% détenue par un individu, mais les banques, généralement, ne regardent pas les dividendes. Fait qu'exemple, Jerry qui reçoit 150 000 $ depuis 10 ans de Jerry Inc., ça se peut que la banque dise on considère que tu as 0 revenu. Alors que si tu avais eu un salaire de 150 000 pendant 10 ans, là, elle serait toute contente et elle serait prête à te financer pour une grosse maison. Fait que si vous pensez acheter, ça peut avoir un impact aussi, salaire versus dividende. Mais puis le salaire, ben, dans la société puis d'un droit RCDE, le dividende, non. C'est noté. Restons au niveau des sociétés, par contre. On est dans un groupe de sociétés. Là, on s'entend, je pourrais avoir société A qui est actionnaire de société B. Gardons ça simple. Société B, qui est une société canadienne, une SPCC, si tu veux plus de précision, verse un dividende à la société A qui est son actionnaire. C'est quoi les éléments que je dois garder en tête quand ça arrive? Le traitement des dividendes entre deux sociétés, ça, c'est un autre game. C'est vraiment, il y a beaucoup d'implications qui peuvent survenir lorsqu'on parle d'un dividende entre deux sociétés. Le plus simple, c'est que tout le monde dit d'habitude que c'est non imposable. Il faut faire attention. Dans la loi de l'impôt, il y a toujours des mais. On aime les exceptions puis des exceptions d'exceptions. C'est magique. Alors, encore les entrepreneurs, avec deux sociétés en dividende entre eux, il n'y a pas d'impôt. Inacceptable. Oui, mais c'est normal. C'est parce que c'est pour éviter la double, la triple et la quadruple imposition. C'est normal qu'il n'y ait pas d'imposition de deux sociétés d'une même entrepreneur. Par exemple, Jerry Inc., qui a Gestion Jerry, qui possède Opérante Jerry, qu'on va appeler OPCO. Donc, je répète, j'ai Jerry qui détient Gestion, qui détient Opérante, OPCO. Entre Opérante puis Gestion, généralement, il n'y aura pas d'impôt. Pourquoi? Parce que Opérante a déjà payé l'impôt sur son profit. Elle envoie ça à Gestion. Puis Gestion, quand elle va le reverser à Jerry, Jerry va payer l'impôt dessus. Fait que s'il fallait que Gestion s'impose sur le dividende, on se ramasserait qu'on aurait une quadruple imposition, puis ultimement, il n'y aurait plus d'argent qui pourrait se retrouver entre les mains de Jerry. OK. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait, disons, s'il y a 4 niveaux de société entre l'actionnaire qui est l'individu puis la société qui génère les revenus, c'est pour éviter qu'on impose le revenu 3, 4, 5 fois. Là, oui. Okay. Puis qu'après ça, le fameux principe d'intégration ne serait plus respecté. OK, je comprends. Alors, pas une injustice. Oui. Ah, c'est vrai, on a oublié de dire aussi le traitement pour les individus. Excuse-moi, je fais un petit aparté sur les individus. Quand vous recevez un dividende en tant que particulier, le dividende, il est majoré. Fait que si vous recevez 100 $ de dividende, dans votre déclaration de revenus, vous allez voir, ou même sur votre T5, vous allez voir montant réel du dividende 100 $, montant imposable, puis ça va être soit 115 ou 138, tout dépendant de c'est un dividende ordinaire ou déterminé. Et vous allez voir après ça, crédit pour dividende, qui est à peu près le montant d'impôt que vous sauvez dessus. Fait que, pourquoi il est imposé? C'est justement encore là pour respecter le principe d'intégration. Parce que quand on prend le temps d'examiner ça, quand je prends le dividende puis que je le majore, on se rend compte que sensiblement, je me suis ramené aux revenus de ma société avant impôt. Et que je m'impose dessus aux taux normaux, puis qu'après ça, j'ai droit à un crédit d'impôt qui est à peu près équivalent à l'impôt que la société elle a payé. Fait que je majore mon dividende pour me ramener à mon revenu de ma société avant impôt. Et après ça, j'ai un crédit pour l'impôt payé dans ma société. Puis moi, je m'impose sur le reste. Excusez-moi, studio, bien entendu, je ne veux pas briser la table, faire facturer. Là. Merci encore de nous héberger, malgré nos prises de colère. Fait que donc, majoration et après ça, crédit. Là, je suis une petite nuance. Maintenant, je reviens à la société. Donc, quand j'ai Jerry qui possède Gestion, qui possède Opérante, et là, je constate que tout le monde a 100%. Mm-hmm. Fait que mon impôt normal, mon impôt régulier, on va dire l'impôt de la partie 1, c'est le terme exact, mais on va dire l'impôt régulier que tout le monde est habitué. Entre les deux sociétés, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'impôt régulier. S'il y en a qui veulent avoir des références, de mémoire, c'est alinéa 82J et 112.1 de mémoire. C'est les articles de loi qui s'appliquent. C'est crédibilité. C'était pas dans le script, ça, hein? J'étais impressionné, là. Crédibilité. T'as vraiment besoin de ça en ce moment? Bon, OK. Fait entre les deux sociétés, normalement, il n'y aura pas d'impôt régulier. Donc, dans l'exemple, ça serait OPCO verse un dividende à son actionnaire qui est ici Gestion. Il n'y a pas de dividende sur il n'y a pas d'impôt de la partie 1 ou l'impôt régulier sur les dividendes qui sont versés à la société de gestion. Puis quand Gestion verse un dividende à Jerry, là, Jerry paye de l'impôt. Il paye toujours de l'impôt, Jerry. C'est correct. Jerry paye toujours de l'impôt. Continuons. Revenu Québec et ARC et Revenu Canada aiment Jerry. Maintenant,
il n'y a pas d'impôt régulier, mais il peut avoir ce qu'on appelle l'impôt de la partie 4. Parce que la belle loi que tu vois ici, il y a plusieurs parties dedans quand tu regardes la table des Elle matières. n'est pas complète, c'est juste le Non, elle volume n'est pas un. complète, il y a juste le volume 1. C'est ça. C'est la faute de l'avocate encore. Elle ne l'a pas amené au complet. Mais bref, hein? Fait que ça pour dire, il y a plusieurs parties dans cette loi-là. OK. Fait que l'impôt de la partie 4, ça traite justement des dividendes entre deux sociétés. OK. Et là, je reprends dans ton exemple que tu as gestion et tu as OPCO. Mhm. Bon, là, c'est là que ça devient compliqué. Je vais changer ton exemple. Si gestion possède des actions de société publique, donc gestion possède des actions dans Apple, Apple verse un dividende. Apple, c'est une société américaine. BCE, Bell Canada. Excusez, Bell Canada. Excusez. C'est toi qui m'as mis la limite. hein? Apple, il n'y a pas un... OK, BCE. Bon. Fait que gestion possède des actions dans BCE. BCE verse un dividende à gestion. Puisque gestion n'est pas rattachée à BCE, gestion va payer 38 et 1 tiers % d'impôt sur le dividende. Fait que si Bell Canada verse un dividende de 100 $ à gestion Jerry, gestion Jerry va payer 38 piastres d'impôt. Mais cet impôt-là est remboursable à condition que gestion Jerry verse un dividende à Jerry. Parce qu'on se rappelle que Jerry, lui, va payer de l'impôt dessus. Fait que l'objectif de ça, c'est d'inciter gestion Jerry à payer un dividende à Jerry pour que Jerry s'impose. Puis comme ça, gestion Jerry reçoit son remboursement. Fait que, encore là, et ça, c'est, je le répète, c'est quand les sociétés ne sont pas rattachées. Et là, ta question va venir, c'est quoi des sociétés rattachées? Ben là, on va rentrer dedans. Ça va? T'as l'air d'avoir une question? Non, écoute, pourquoi faire ça simple qu'on peut faire ça compliqué? C'est le modus operandi, mais c'est pas grave. On paye 38,1 tiers. 38 et 1 tiers pour 37 et 1 tiers % dès qu'on reçoit un dividende d'une société non rattachée. Une société publique, c'est rare de détenir plus que... Ben, il faut regarder c'est quoi être rattaché. Ouais. Pour être rattaché, il y a deux moyens que deux sociétés soient rattachées. Soit qu'il y en a une qui contrôle l'autre, ou soit qu'elle a plus que 10 % des actions comportant plein droit de vote et 10 % de la juste valeur marchande des actions émises. C'est rare qu'une société va détenir plus que 10 % d'une société publique. Même je suis en train de demander s'il ne faut pas que ce soit deux sociétés privées. Fait que, bref, tout ça pour dire des sociétés publiques, il n'y a personne qui est rattaché avec des sociétés publiques. Là. Fait que quand tu reçois des actions d'une société publique, tu n'es pas rattaché, tu as 38 et 1 tiers % d'impôt qui s'applique, qui est remboursable si la société de gestion, par exemple, reverse un dividende à son actionnaire. On reprend ton exemple. Jerry qui détient gestion Jerry, qui détient Opérante. Tout à 100 %, toutes des sociétés privées. Dans ce cas-là, gestion Jerry et Opérante sont rattachés. Fait qu'à la base, je n'aurai pas de 38 et 1 tiers % d'impôt. Sauf si OPCO a ce qu'on appelle un remboursement au titre de dividende. Là, je vais rentrer après dans c'est quoi. Si OPCO a un remboursement au titre de dividende, dans ce cas-là, gestion pourrait avoir un impôt à payer sur le dividende équivalent à sa quote-part du remboursement au titre de dividende dans OPCO. Fait que si ça détient 100 %, ça serait 100 % du remboursement au titre de dividende. Si ça détient juste 40 %, ben 40 % du remboursement au titre de dividende de OPCO va être l'impôt que gestion va payer. Puis là, je veux dire, si ça reçoit 40 % du dividende, pas si elle possède, là, mais c'est le pourcentage du dividende versé par c'est ça. OPCO dans le cas. Fait que si OPCO verse un dividende de 100 $ et que gestion a reçu 40, ben elle va avoir 40 % du remboursement au titre de dividende de OPCO. Donc là, il faut se demander si on est rattaché, il faut se demander c'est quoi le remboursement. Qu'est-ce qui crée le remboursement au titre de dividende? Excellent. Fait que OPCO, si elle fait que du revenu d'entreprise, du revenu actif, il ne devrait pas avoir de problème, elle ne devrait pas avoir de remboursement au titre de capital, au titre de dividende, excusez. Mais si OPCO a du revenu de placement, par exemple, qu'elle a un petit CPG, qu'elle a réalisé du gain en capital, qu'elle reçoit des dividendes d'une société publique pour X raison. Donc, OPCO va avoir du revenu de placement et une partie de l'impôt qu'elle va payer sur ce revenu de placement va aller se cumuler dans ce qu'on appelle, le compte est long, je m'excuse, l'impôt en main remboursable au titre de dividende non déterminé, donc ordinaire, ou dividende déterminé, parce que tu as deux comptes. Fait que IMRTD.
l'impôt en main remboursable au titre de dividende déterminé ou l'impôt en main remboursable au titre de dividende non déterminé. Pour les fins du podcast, on va juste dire l'impôt en main remboursable au titre de dividende, l'IMRTD. Fait que si OPCO a réalisé du revenu de placement, elle a payé ce qu'on appelle la FRIP 1. Bref, elle a payé de l'impôt, dont une partie est venue augmenter l'IMRTD. Parce qu'une partie de l'impôt payé sur le revenu de placement par OPCO est remboursable. Quand? Quand OPCO va verser un dividende imposable à gestion. Là, on va se faire rembourser. Mais qu'est-ce qui va se passer avec gestion? Elle va devoir payer sa quote-part du dividende au prorata de ce remboursement-là, jusqu'à temps qu'elle aussi le renvoie à Jerry. Pourquoi on va faire ça aussi? Pourquoi on va faire ça aussi compliqué? Ça revient à la base, c'est que autant le gouvernement veut favoriser l'investissement dans les sociétés privées qui sont le moteur de l'économie et donc des sociétés qui exploitent une entreprise active, qu'à l'inverse, ils veulent pénaliser des sociétés qui sont utilisées pour générer du revenu passif, du revenu de placement, qui inclut du revenu de location du revenu de location de biens immeubles. Donc, elle dit, si tu utilises ta société dans le but d'avoir du revenu de placement, ton taux d'imposition, c'est 50,17 ben 50,16 périodique. Fait que 50,17. Puis sur ce 50 %-là, ben, tu vas avoir 30 et 2 tiers, je sais que c'est des chiffres un peu bâtards, mais tu vas avoir 30 % et 2 tiers, qui va s'en aller dans l'IMRTD, que tu vas pouvoir te faire rembourser uniquement quand tu verses un dividende. Fait que si je fais un exemple chiffré, je vais essayer d'expliquer tout ça parce que je sais que j'ai perdu bien du monde. OPCO a un duplex. Hein, tout le monde dit de mettre des duplex dans des sociétés opérantes. On va tout de suite régler ça. Voici ce qui se passe si tu mets ton duplex dans ta société opérante. Le revenu de location, tu as fait 100 $ avec, un profit de 100 $. Tu vas payer 50 % d'impôt dans ta société. Oui. Fait que 50 $ va aller au gouvernement. Le revenu dans ma société, c'est 100 $, je paye sur un revenu de placement. Oui, exemple, un revenu locatif. Fait que tu vas payer 50 % au gouvernement fédéral Québec ensemble. Sur ce 50-là, tu vas avoir 30 $ qui va aller augmenter ton solde IMRTD, impôt en main remboursable. Ce que tu vas faire après, techniquement, il te reste 100 $. Tu as payé 50 $ d'impôt. Excuse, tu avais 100 $, tu as payé 50 $ d'impôt, il te reste 50 $. Tu vas verser un dividende de 80 $. Tu vas dire, Reggie, j'avais 50. Oui, mais il ne faut pas que tu oublies que tu vas te faire rembourser 30 $, qui est ton IMRTD. Fait que OPCO va payer un dividende de 80 $, fait que le 50 $ qui reste, plus le 30 $ à venir du remboursement d'IMRTD, à GESCO. GESCO reçoit un dividende de 80 $. Elle est rattachée avec OPCO. Elle ne paye pas d'impôt dessus. Mais OPCO a eu un remboursement au titre de dividende de 30 $. Fait que gestion va payer 30 $ d'impôt sur le 80. Fait qu'on a juste transféré le 30 $. Il était payé par OPCO, il s'est fait rembourser. C'est GESCO qui le paye maintenant. Et quand gestion va verser un dividende de 80 $ à Jerry, elle va récupérer le 30 $. Jerry va payer à peu près 30-35 $ d'impôt. Fait que le revenu de placement dans une société, c'est compliqué. Et là, on parle de revenu de placement passif. Là, c'est compliqué, mais de l'autre côté, ça peut valoir la peine dans certaines circonstances. C'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que là, allez pas fermer vos sociétés de gestion avec tous vos placements dedans de millions de dollars. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est du revenu locatif, du revenu d'intérêt, etc., c'est pas ce qui est nécessairement le plus avantageux. Mais si vous avez une société opérante qui n'a pas de revenu de placement dedans, puis qu'elle génère des profits, puis qu'elle envoie tout ça à votre société de gestion, généralement, c'est libre d'impôt. Fait que ça peut valoir la peine parce que ça donne un plus gros pouvoir d'investissement. Mais oui, après, cet investissement-là est taxé de manière supérieure, généralement, à si tu l'avais eu perso. En fait, la différence, c'est que dans la société, le premier dollar de revenu de placement est taxé à 50 % ou est imposé à 50 %, tandis que pour un particulier, il y a des paliers, c'est un taux d'imposition progressif, tout dépendant de son revenu. C'est seulement quand on arrive à 220 250 000 là, qu'on est dans les taux d'imposition de 53 à 50 %. Ouais. On ne parle pas de l'impôt suspendu. On parle pas de ça. Il pourrait être suspendu, votre RTD. C'est juste ça. Ça pour dire qu'en ce moment, il y a des modifications qui sont proposées dans le budget pour que quand on verse des dividendes sur des sociétés en cascade, que l'impôt de la partie 4 soit suspendu, reporté, que ton remboursement... C'est hyper compliqué. Puis en ce moment, ils ont sorti les règles. Ils sont tellement compliqués qu'ils ont dit hey, on va attendre avant que les règles s'appliquent. On voudrait avoir vos commentaires
pour être sûr que finalement, on n'a pas fait ça trop vite. Fait que, puis en ce moment, ils sont en train de recevoir les commentaires. Il y a notamment le barreau, il y a l'Ordre des CPA, il y a la PFF, la CTF, le Canadian Tax Foundation, l'Association de planification fiscale et financière, le barreau, l'Ordre des CPA, ils sont mis ensemble, ils ont vraiment fait des textes. Vous avez écouté là, ce que vous avez fait, là, vous avez ciblé des situations que vous ne vouliez pas cibler. Fait qu'avant d'instaurer la loi, veuillez s'il vous plaît faire quelques modifications, de revoir vos positions sur certains éléments. On va voir qu'est-ce que Finance Canada va faire. Donc, tu viens de bien nous mélanger comme il faut. Ça dépend. Ça devrait être tout. Es-tu si mélangé que ça? Non, c'est sûr qu'il suit. Julien dit qu'il a tout compris. Il s'en vient s'inscrire à la maîtrise en fiscalité de l'UQAM. Une société reçoit un revenu de dividende. Là, il faut que je pense impôt normal. Il faut que j'aille penser impôt de la partie 4. Tu nous l'as montré. C'est fini, là. J'ai plus rien d'autre à penser. Non. Il y a autre chose aussi. OK. Fait il y a ce qu'on appelle... Et là, je vais aller très, très, très sommairement. Parce que, juste te donner une idée, on passe 12 heures dans les cours de réorganisation fiscale avancés pour voir la base de ce que je vais te dire là, que je vais te résumer en 15 minutes, en 3 minutes. Mais après les 12 heures, t'es un expert, là. Non, après les 12 heures, t'as appris la base. Fait que t'as appris, je te dirais, 50%. Il y a le paragraphe 55.2. Là, oui, je m'excuse, il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien, c'est juste ça, c'est le paragraphe 55.2. Dis-le que tu donner la crédibilité, là, c'est correct. Exactement, crédibilité. Lui, ce que ça fait, ce qu'il vient de dire, c'est si tu verses un dividende entre deux sociétés, normalement, c'est libre d'impôt, sous réserve d'un impôt de la partie 4. Mais si ton dividende excède ce qu'on appelle le revenu protégé, un revenu protégé, on peut y trouver un synonyme, on va dire la somme de tes bénéfices non répartis fiscaux. C'est la somme de tes profits fiscaux non distribués. Fait que si ton dividende est supérieur à l'ensemble de tous tes profits fiscaux non distribués, la portion excédentaire pourrait être requalifiée en gain en capital. Là, on oublie le pourquoi, le comment. J'avais dit 3 minutes, j'ai fait ça en 1. En gros, c'est ça. Si ton dividende est supérieur à tes bénéfices fiscaux non distribués, accumulés non distribués, eh bien, une partie de ton dividende pourrait être requalifiée en gain en capital et générer de l'impôt dans ta société de gestion. Je n'irai pas plus loin que ça pour celle-là, mais ça aussi, c'est à considérer. OK. Je reçois un dividende dans une société. Il faut que je pense à l'impôt de la normale. Il faut que je pense à l'impôt de la partie 4 dont tu me parlais avec ton RTD et ton IMRTD. Il faut que je pense à ton paragraphe 55.2. Mais là, c'est fini. Ouais. Mais paragraphe 55.2 ne s'applique pas si l'impôt de la partie 4 s'est appliqué. C'est comme sont mutuellement exclusifs. Fait que, mais c'est fini. Là. J'aimerais te dire oui. Ah, OK. Vas-y. Mais non. T'en as un dernier à penser aussi. Les impôts des parties 4.1 et 6.1. J'ai l'air tellement intelligent. Fait que c'est ça. Fait que ça, l'impôt 4.1, on ne rentrera pas, ça s'applique juste aux sociétés publiques. On oublie ça. L'impôt de la partie 6.1. Je t'ai dit tantôt, ça se peut que la personne qui paye le dividende paye de l'impôt. Ça semble contre-intuitif. Parce que tu dis, ben non, c'est la personne qui reçoit le dividende qui paye de l'impôt. Ben non, l'impôt de la partie 6.1, c'est arrivé, ça a été modifié plutôt dans les années 80. En gros, c'est pour éviter que, par exemple, surtout dans ces années-là, les institutions financières, les prêteurs, etc., ils disaient, hey, au lieu de te prêter de l'argent puis d'avoir de l'intérêt, que mon taux d'imposition, c'est 50%, etc., ce que je vais faire, je vais investir en actions. Puis on va mettre des dividendes cumulatifs que tu dois me payer à chaque année. Puis les dividendes, pour moi, sont non imposables. Pour toi, les dividendes sont non déductibles. Mais, étant donné que tu es une business qui vient de partir, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin des pertes que les intérêts t'auraient générées. Fait que ça ne te dérange pas de payer un dividende, puis des fois, le taux est plus bas. Fait que tu sais, c'était un win-win situation. Là, les administrations fiscales ont regardé ça, en fait, c'est parce que nous autres, on se fait pas payer là-dedans, là, à ta minute, là. T'as le start-up qui fait des pertes, fait qu'il paye pas d'impôt. Puis t'as le prêteur qui reçoit des dividendes qui paye pas d'impôt là-dessus. Ta minute, là. On va mettre ce qu'on appelle l'impôt de la partie 6.1. Et ça s'applique aux payeurs. Là, il y a des exceptions. Il faut que ce soit un dividende supérieur à 500 000, ce qui est quand même pas... quand même un gros dividende. Si tu contrôles, t'es correct. Si tu as une participation importante, t'es correct. Fait que, faut que tu sois quand même minoritaire pour que ça s'applique, etc. Mais tout ça pour dire que tu peux avoir un impôt entre 25 et 40 % qui va s'appliquer pour le payeur du dividende si, dans le fond, tu as versé un très, très gros dividende à une personne qui possède moins de 25 % et que c'est dans le but, dans le fond, de remplacer une dette, puis etc. Fait que tu pourrais avoir un impôt additionnel. Fait que ce que je dis tout le temps à mes étudiants, quand vous avez un dividende, vous avez 4 éléments à examiner. Que vous soyez aux administrations fiscales
comptable, fiscaliste, on pourrait même dire entrepreneur, mais je pense pas que vous êtes de se badrer avec ça. Ton impôt normal, est-ce que ton dividende est déductible? Ton impôt de la partie 4, 55,2. Impôt de la partie 6,1. 1, 2, 3, 4. Fait que quand vous appelez votre comptable, votre fiscaliste, vous dites « Hey, je vais me verser un dividende entre 2 sociétés. » Puis vous voyez qu'il fait comme « Il faut que j'examine ça. » C'est pas de la bullshit qui vous dit « C'est vrai. » Verser un dividende entre 2 sociétés, c'est rendu extrêmement compliqué, surtout depuis 2015. Avant 2015, c'était beaucoup plus simple. Sans rentrer dans ce qui s'est passé en 2015, mais depuis 2015, c'est rendu extrêmement compliqué. Puis l'ARC fait juste compliquer la patente, particulièrement depuis novembre 2023, où ils sont encore avec des nouvelles règles, des nouvelles positions. C'est compliqué maintenant. Fait que des dividendes interco, c'est loin d'être aussi simple qu'on pense. Oui, ça peut être libre d'impôt, mais il y a beaucoup de choses à examiner. Fait que quand on voit des trucs très simples qui disent c'est simple, des dividendes intersociétés, il n'y a pas d'impôt, est-ce que je dois le prendre en considération? Ça se peut. Ça dépend des situations. Tu sais, gestion qui possède OPCO 100%, puis OPCO a en masse de bénéfices accumulés, puis elle n'a aucun revenu de placement par ailleurs. Ouais, en 5-10 minutes, 15 minutes, on est capable de faire l'analyse, c'est fini. Mais si moi, vraiment que c'est un groupe de sociétés, il y a plusieurs actionnaires, OPCO a eu du revenu de placement, les bénéfices sont so-so-là, il y a eu un refinancement, puis on a versé le dividende. Ça, c'est ce qui arrive souvent, le problème. On a eu un refinancement, puis le dividende. Fait que là, les dividendes peuvent être plus élevés que les bénéfices accumulés. C'est compliqué. Il faut prendre le temps de l'examiner, puis il peut y avoir des conséquences sévères qui découlent de ça. Fait que c'est pas si simple que ça dans ces cas-là. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Fait que c'est ça. Conclusion, faites attention. Appelez vos comptables, vos fiscalistes avant de verser des dividendes, honnêtement, de société, Interco, parce que ça peut devenir compliqué. Oui. À l'individu, c'est simple. Il n'y a pas tout ça. À l'individu, il n'y a rien de tout ça. Tu fais juste verser à l'individu. Mais en 2 sociétés, c'est ça. C'est simple. C'est simple. C'est compliqué. Et simple. Non, c'est pas simple. C'est compliqué. C'est juste compliqué. Ça. Peut-être simple dans ton esprit parce que ça fait 20 ans que tu regardes des dividendes 20 intersociétés. ans. Oui, 20 ans. Oh my God, c'est chiant. Je ne suis pas si vieux que ça. Fais le calcul, presque. Donc, merci d'avoir écouté. Encore une fois, j'espère que vous avez appris et que ça va vous servir dans votre pratique ou que ça va servir à satisfaire votre curiosité, à savoir pourquoi ça coûte si cher quand vous appelez votre comptable. Et aussi, pourquoi est-ce que le traitement de dividende, pourquoi on n'est pas capable de répondre à ça en dans 5 minutes? Ben oui, ouais. C'est ce que cette question-là, depuis la saison 1 qu'on nous le demande, le traitement des dividendes, comment ça se fait que c'est compliqué? C'est pour ça que c'est compliqué. Et aussi, méfiez-vous des finfluenceurs ou des business qui disent « Venez chez nous, on va vous verser un dividende en capital. » C'est pas comme ça que ça se fait. C'est plus compliqué que ça. Ça prend un gain en capital. Fait que juste, faites attention à ce que vous voyez en ligne et les... Des gains en capitaux, Reggie. Jerry. Tu vois, ça, là, c'est le karma. Hein? Tu vois, t'es bien trompé de nom. Finis ça. Bonne journée à tous. Merci.